Monsieur le Président de la République, bonjour. Bonjour. Merci de votre fidélité à Campagne TV pour cette interview annuelle en plein cœur du 53e Salon de l'Agriculture. Alors évidemment, ce salon 2016 s'ouvre dans un climat social qui est un petit peu difficile pour les agriculteurs. Ils souhaitent avoir une rétribution, un juste prix, justement, et vivre dignement du fruit de leur travail aujourd'hui. Alors, quelle réponse, j'allais dire structurelle, pouvez-vous leur apporter, tant au niveau national qu'européen, pour leur garantir un prix de revenus décent? Oui, ce 53e salon est sans doute l'un des plus durs à vivre pour les agriculteurs. À la fois, ils veulent montrer l'excellence de leur travail et en même temps, ils veulent exprimer leur inquiétude, pour ne pas dire davantage, leur souffrance face à des crises qui sont répétitives, profondes et qui touchent tous les secteurs, toutes les productions, notamment le lait, le porc, mais ce serait trop simple de réduire la crise simplement à ces deux productions. Ce qu'ils attendent, parce qu'ils attendent des pouvoirs publics un certain nombre de réponses, c'est que l'on puisse alléger leurs charges, c'est fait, reporter un certain nombre d'échéances, c'est fait, mais c'est surtout de donner de la visibilité. Alors, au niveau européen, ça sera l'action que j'aurai à mener au cours des prochains jours pour qu'il y ait un prix d'intervention pour le lait, pour qu'on retire un certain nombre de productions permettant aux porcs de retrouver un cours décent. Ce qu'ils attendent, c'est que les prix puissent rémunérer leur travail. Il y a une politique agricole qui apporte des aides, mais ce que nous devons faire, et ça sera donc une action dans la durée, c'est faire monter les prix, parce que là, il y a une spirale déflationniste qui s'est hélas installée et qui aboutit à désorganiser toutes les productions. Justement, sur cette notion de prix, au niveau national, vous avez appelé les distributeurs qui sont en bout de chaîne à essayer d'avoir une juste répartition de la valeur pour que justement, en amont, les agriculteurs puissent récupérer un peu plus de prix de vente. Mais avez-vous réellement justement des leviers d'intervention sur des distributeurs qui sont des entreprises privées finalement? C'est vrai que l'État ne fixe pas les prix. C'est en ce sens qu'un certain nombre de protestations sont sans fondement. L'État, il ne fixe pas le prix au niveau européen, il n'y a pas de prix au niveau européen, encore moins au niveau du marché mondial. Mais ce que fait et ce que doit faire l'État, c'est faire pression sur les distributeurs pour que dans cette négociation qui va encore durer 48 heures, il puisse y avoir une vraie reconnaissance du travail de l'agriculteur. Et pour que cette pression puisse être la plus forte possible, j'ai annoncé au cours de ce salon que nous allions modifier une loi, qui s'appelle la loi LME, c'est un nom bien compliqué pour dire des choses simples, pour rééquilibrer le pouvoir et pour que les producteurs puissent être mieux considérés. Cette loi avait été votée dans le quinquennat précédent. C'est une loi qui a permis aux distributeurs d'imposer ces règles. Et bien maintenant, dans ce que je propose, on pourra faire afficher le prix producteur pour que le producteur puisse être sûr qu'il ne va pas être la variable d'ajustement entre l'industriel et le distributeur. Et cette loi sera votée avant l'été. Et je dois dire aux distributeurs, même si je ne veux pas faire là aussi de simplification outrancière qui dirait voilà, les seuls responsables ce sont eux. Il faut essayer de voir quelle est la responsabilité de tous. Mais je leur dis attention à ce que vous allez faire dans les 48 prochaines heures parce que ça va déterminer le contenu de la prochaine loi. Ça veut dire prix d'achat indiqué sur les produits. Derrière ce que vous dites, il y a aussi une nécessaire structuration de la filière globale de l'amont à l'aval. Alors aussi, comment vous pouvez faire en sorte justement que chacun ne reste pas producteur, transformateur et distributeur sur ces points d'appui? Ça s'appelle la contractualisation. Il faut qu'il y ait une organisation de l'ensemble de la filière, du producteur, transformateur, jusqu'au distributeur. Chacun doit prendre ses responsabilités. Vous avez raison. On peut avoir une politique européenne qui soit mieux orientée, nous y travaillons. Il peut y avoir des baisses de cotisations, nous avons annoncé des mesures fortes. Il doit y avoir une mise à niveau des normes. Mais s'il n'y a pas de restructuration, on aura des crises qui vont se perpétuer, se répéter. Et aujourd'hui, la crise principale, c'est une crise de surproduction au niveau européen.
Donc on doit, nous, être plus compétitifs, mieux organisés et avoir cette capacité de ne pas faire peser sur le seul producteur les mouvements qui sont liés à la conjoncture. Autre revendication des agriculteurs aujourd'hui, et vous vous étiez engagé à ne pas surtransposer justement les normes européennes pour justement leur permettre d'avoir une certaine liberté d'entreprendre. Or aujourd'hui, ils ont encore l'impression, tant au niveau social qu'environnemental, que justement, dans les faits, ça ne se concrétise pas. Alors là aussi, quelle réponse vous pourrez leur apporter? La transposition ou la surtransposition des directives, c'était avant 2012. Moi, je n'ai pas du tout ajouté des normes aux normes européennes. Mais je veux que les choses soient claires. On va installer un comité national des normes et les agriculteurs y seront représentés pour qu'on soit sûr que ce qui nous est demandé au niveau européen ou ce qui peut être parfois introduit subrepticement dans une législation puisse être sans conséquence sur les agriculteurs. Donc ce comité, il permettra de donner cette garantie. Permettre de donner cette garantie, soit, mais c'est vrai que, tant au niveau social, il y a un dumping social entre les coûts horaires allemands, polonais ou français. Au niveau environnemental, les agriculteurs sont les premiers à vouloir justement développer la méthanisation qui va dans le sens d'un développement durable et raisonné de notre agriculture. Mais aujourd'hui, force est de constater qu'il faut 5 ans pour avoir un méthaniseur en France et en Allemagne, enfin en France, et 2 ans en Allemagne. Donc du coup, forcément... Vous avez raison, c'est pour ça que j'ai fait accélérer ce processus. C'est pareil pour les installations classées. Vous vous rappelez, il fallait un régime d'autorisation pour un certain nombre d'exploitations nouvelles qui s'ouvraient. Je l'ai fait passer au régime de la déclaration. On a réduit le temps et il en sera de même pour la méthanisation, pour tout ce qui est diversification. Il n'est pas acceptable qu'on prenne plus de temps en France que chez nos voisins allemands. Vous avez parlé aussi du dumping, ça c'est un vrai sujet. On ne peut pas avoir un grand marché européen et avoir des règles sociales différentes. Et notamment des pays qui n'ont pas de SMIC. Et pour ça qu'en Allemagne, ils l'ont réintroduit, le SMIC. Mais je m'en suis expliqué avec la chancelière Merkel. C'est bien de vouloir une harmonisation, mais elle doit se faire partout, y compris au niveau de l'agriculture. Il ne peut pas y avoir de secteur qui échappe à l'harmonisation. Justement, au niveau de l'agriculture, on a l'impression que sur les 28 pays européens, en gros, il y a plus de pays libéraux que de pays qui ont une gestion social-démocrate. Donc du coup, justement, est-ce que vous avez les moyens de peser justement sur ces ambitions-là? Je vous le confirme. Il y a une conception en Europe qui est de penser que c'est le cours mondial qui doit s'imposer, qu'il faut supprimer un certain nombre de règles et faire que l'agriculture soit un produit comme les autres. Mais l'agriculture, ce n'est pas un produit comme les autres. C'est ce qui contribue à notre alimentation, à même notre qualité de vie, et j'allais dire même notre santé. Donc l'agriculture, elle ne peut pas être conçue comme une marchandise qui va s'échanger. Bien sûr que nous exportons, mais nous devons le faire avec des règles. Et si nous importons, nous devons imposer ces règles. Parce que si nous, on n'utilise pas d'OGM et que des produits rentrent avec ces déformations-là, alors nous ne sommes pas dans le même contexte. Et donc je veux que l'Europe puisse avoir des règles communes, partout appliquées, et que pour les grandes négociations internationales qui vont arriver, et notamment avec les États-Unis, peut-être demain avec l'Amérique latine, eh bien nous puissions être extrêmement vigilants pour que les normes sanitaires soient les mêmes pour tous. Justement, vous parliez du traité transatlantique. Oui. Alors, une des revendications, là aussi, des agriculteurs français, c'est de pouvoir clairement identifier l'origine des produits, qu'ils soient des produits bruts ou des produits transformés. Là aussi, pour que le consommateur puisse faire son choix en toute connaissance de cause. Là aussi, il va falloir réussir à l'imposer. Commençons par l'Europe, puisque moi j'ai voulu que pour l'ensemble des produits transformés, il y ait l'étiquetage qui soit maintenant possible pour un pays comme la France. Ce que je veux, et ça va être dans la négociation qui va maintenant s'ouvrir, la Commission doit nous répondre très rapidement, ce que je veux, c'est qu'on puisse dire sur un produit transformé, c'est-à-dire sur tout ce qui a trait notamment à l'industrie agroalimentaire, on puisse dire, chaque fois qu'il y a de la viande, d'où vient cette viande, et que l'on puisse donc faire l'étiquetage obligatoire. Puis après, une fois qu'on l'aura fait au niveau français, au niveau européen, il faudra l'imposer au niveau mondial. L'imposer au niveau mondial, mais aussi sur les produits transformés. C'est important. Sur les produits transformés, oui. Parce qu'on le fait déjà sur viande française. Ça, ouais. bon, quand on va chez le boucher, on sait d'où vient la viande, mais on ne le sait pas quand on achète un produit surgelé, par exemple, ou un produit cuisiné, d'où vient la viande. Eh bien,
maintenant, dans 2 ou 3 mois, puisque ça sera, je l'espère, accepté par les autorités européennes, enfin, là, je me battrai pour que ce soit le cas, eh bien, on aura cet étiquetage obligatoire. Monsieur le Président, on l'a vu ce matin, hein, le mal-être paysan est réel aujourd'hui. Il y a eu quelques actes de violence ce matin qui ont conduit justement à certaines échauffourées avec quelques agriculteurs. Il n'empêche que ça révèle un mal-être qui gagne quand même ces territoires ruraux. Alors comment on peut faire pour recréer le lien social et durable avec ces acteurs des territoires ruraux ? La colère, moi je l'entends et je la comprends, parce que quand il y a des crises aussi nombreuses, aussi répétitives, mais elles ont une cause, ces crises. Et il faut que les agriculteurs la connaissent. Cette crise, c'est d'avoir libéralisé. Cette crise, c'est d'avoir considéré que c'était l'offre et la demande qui devaient fixer le prix. C'est qu'on ait cassé les organisations de marché. Et là, prenons l'exemple des quotas laitiers, puisque les laitiers ont exprimé leur mécontentement. Bon, ils se sont adressés à l'État. Je suis le chef de l'État, c'est bien légitime. Mais qui a cassé les quotas laitiers ? Qui a pris cette décision avant 2012 et avec les conséquences que l'on sait ? Donc, les agriculteurs doivent savoir que maintenant, nous devons agir au plan européen pour avoir des régulations, pour avoir des prix rémunérateurs, pour qu'on remette un certain nombre de règles communes. Et puis, deuxièmement, je pense que les agriculteurs doivent savoir qu'ils sont défendus, qu'il n'y a pas de crise qui puisse rester sans solution, qu'il y a une perspective. Parce qu'on finirait par oublier, à cause de ces souffrances, de ces douleurs, de ces inquiétudes, que l'agriculture française, c'est la première agriculture en Europe. Que l'agriculture française, elle exporte. Que l'agriculture française, elle a des produits de très grande qualité. Et donc, je veux en remercier les agriculteurs parce que c'est eux qui y contribuent, mais il y a une espérance à porter, il y a un avenir pour l'agriculture. Beaucoup de jeunes agriculteurs se disent, est-ce qu'on peut s'installer ? Oui, ils s'installent encore en ce moment. Et nous pouvons leur donner plus de capacité à réussir leur installation si nous développons l'innovation, la recherche, si nous leur permettons d'avoir des investissements. Mais pour ça, il faut qu'il y ait une visibilité. Ce qui fait vraiment le drame de l'agriculture, le plus souvent exprimé dans les salons, j'en ai fait un grand nombre, je peux vous le dire, c'est à chaque fois, mais quel est l'avenir ? Quelle est la perspective ? Ouais. Et donc, au-delà des crises, ce qui est le rôle du président de la République, de l'État, c'est de dire quelle est la perspective. Il y a un avenir pour l'agriculture, j'en suis sûr. Il y a un avenir pour l'agriculture, une agriculture qui embauche aussi. Et justement, vous avez en 2016 lancé un certain nombre de mesures pour l'emploi et pour la formation. Est-ce que là aussi, vous pouvez expliquer à nos agriculteurs que justement, ce sont des mesures qui les concernent, que ce soit l'alternance, parce qu'on est là aussi un métier qui s'apprend sur le terrain. Donc justement, il faut intégrer l'agriculture dans ce plan ambitieux de formation que vous avez. D'abord, un agriculteur fait vivre 7 autres emplois. C'est pour ça que défendre l'agriculture, c'est défendre l'ensemble de l'économie. 7 autres emplois, aussi bien pour fournir les matières premières que les engrais, que les matériels, et puis ensuite tout ce qui est l'industrie agroalimentaire. L'agriculture, elle exige un haut niveau de formation. Et c'est pour ça que j'ai mis priorité à l'enseignement agricole. L'enseignement agricole qui reçoit plus d'élèves aujourd'hui qu'il y a quelques années et qui permet à ces élèves d'avoir un haut niveau de qualification. Parce que pour être agriculteur aujourd'hui, il faut disposer d'une science, d'une connaissance. Et donc je crois vraiment à la formation. Pour ce qui concerne les baisses de cotisations et de charges, je ne le fais pas pour simplement un secteur, je le fais pour toute l'économie. Et si j'ai, avec le gouvernement de Manuel Valls, fait baisser de 10 points les cotisations, c'est parce que l'agriculture n'était pas bénéficiaire du CICE, de fameux crédit impôt compétitivité emploi. Il y avait certaines structures qui en bénéficiaient, autour de 3 milliards d'euros, mais pas les agriculteurs. Donc maintenant, ils auront les baisses de charges comme les autres secteurs de l'économie. Je n'ai pas fait là aussi une distribution parce qu'il y avait une difficulté. J'ai considéré que les agriculteurs devaient avoir les mêmes droits et les mêmes donc baisses de cotisation que les autres secteurs de l'économie. Et ce que je veux dire aussi, c'est que dans ce plan de formation, les 500 000 formations que j'ai proposées, eh bien pour beaucoup de demandeurs d'emploi, ça peut paraître paradoxal dans un contexte de crise, eh bien on pourra les conduire vers des formations de qualité dans les métiers liés
à l'agriculture et à l'environnement. Parce que là encore, la conférence sur le climat, elle va ouvrir des perspectives, y compris pour l'agriculture. Pour l'agriculture, raisonner, puisque c'est vraiment ça le challenge et la perspective de l'agriculture de demain. Avec le thème produire plus et produire mieux. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous.